revenir à voilà. Donc, pour rappel qui, nous sommes, donc, on est l'équipe de Mountain Riders. L'association a été créée en 2001 dans le but de, sensibiliser et d'éduquer à la transition écologique, sur les territoires de montagne. Donc notre grande, notre vision, c'est de sensibiliser sans moraliser, de pouvoir travailler avec tous, de faire du changement une démarche positive autour d'alternatives concrètes. Donc c'est aussi autour de ça qu'on est, réunis aujourd'hui. On est dans le cadre plus précisément du Flocon Vert. Donc c'est une démarche labellisante qui est à la fois un label, mais aussi une démarche de progrès qui a pour objectif d'engager et structurer la transition écologique des stations de montagne en impliquant l'ensemble des parties prenantes des territoires. Le Flocon Vert, il a aussi vocation à donner une vision au grand public sur les destinations touristiques engagées en montagne. Pour parler plus précisément de ce webinaire, on est dans le cadre d'un webinaire mensuel. Donc, on a tous les mois une intervention chez Mountain Riders. Donc, un mois sur deux, c'est le pôle montagne zéro déchet qui présente des enjeux sur la pollution et les déchets. Et un mois sur deux, donc c'est le Flocon Vert qui creuse un focus du cahier des charges du label pour apporter un point de vue technique et proposer des exemples concrets. Donc, les mois précédents, on a fait plusieurs webinaires. Le dernier webinaire qui a eu lieu le mois dernier, c'était celui donc du pôle montagne zéro déchet, mais qui traitait également de la thématique de l'eau. Je vous invite à le revoir. Il est disponible sur la chaîne de Mountain Riders. Et donc, on avait déjà abordé l'aspect systémique de l'eau, le fait que la montagne, c'est les réservoirs d'eau pour l'ensemble du continent. Donc, ça pose certaines bases sur lesquelles on ne reviendra pas forcément sur ce webinaire. Donc, un petit mot sur les prochains rendez-vous. En avril, Montagne Zéro Déchet Sauvage présentera la consigne et nous, on reviendra en mai sur la forêt. Aujourd'hui, parmi nous, donc j'ai Lucie qui est à mes côtés, qui fait partie de l'équipe du Flocon Vert, qui présentera le cahier des charges du Flocon Vert. On a ensuite Sébastien et Baptiste de la Société d'économie alpestre de la Savoie, qui interviendront pour présenter leur structure. Et Jordan Rey, qui est chargé de projet au pôle urbanisme et transition du territoire à la mairie de Tignes. Et donc moi-même, que vous n'avez pas encore vu, puisque je reprends la suite de Colline qui auparavant présentait ces webinaires. Donc j'ai présenté rapidement l'ensemble des intervenants. Je vous invite à écrire vous aussi qui vous êtes, pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire et peut-être écrire un petit mot sur votre état d'esprit actuel. Ça nous permettra à nous de nous situer et faire le bilan sur ce que vous attendez de ces séances. Donc, le programme du jour, on va premièrement recontextualiser, donc clarifier les enjeux de la thématique. On fera un zoom sur le cahier des charges Flocon Vert et ensuite on donnera la parole à nos experts pour ensuite avoir un temps d'échange. Donc, on va bien laisser le temps aux deux intervenants de présenter l'ensemble de leurs travaux pour ensuite revenir sur les deux présentations. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez une question en tête, à l'écrire sur le chat. Nous, on viendra repiocher dans le chat pour coordonner les questions sur la fin de ce temps. Donc, d'un point de vue contextualisation, donc d'une manière très macro, puisque les experts viendront alimenter de données plus approfondies cette petite cette pose de cadre. Juste en quelques mots, la raréfaction de l'eau et les conflits d'usage, pour rappeler pourquoi on intervient sur ce sujet-là. Donc, tout simplement, la raréfaction de l'eau, c'est pas forcément une question de manque de précipitations, mais c'est plutôt une répartition beaucoup plus inégale des précipitations sur le territoire. Donc, on a de fortes pluies
à certaines périodes et pour le coup, on a des sécheresses qui sont de plus en plus importantes. Donc finalement, les précipitations sont pas forcément moindres. Par contre, avec le réchauffement des températures, on a forcément une limite pluie-neige qui augmente et donc on a un stockage de cette eau qui est beaucoup moins important puisque l'eau sous forme liquide ruisselle beaucoup plus facilement. Et donc, on a moins de neige en stock sous forme de glaciers, de neige, pour avoir une répartition et une disposition de cette ressource en eau de manière linéaire sur l'année. Donc, ça implique pas mal de problèmes. Et donc, sur une partie plus conflit d'usage, en fait, on se rend compte que cette ressource en eau, elle est limitée et qu'on a énormément de parties prenantes qui ont besoin de cette ressource, puisque c'est d'un point de vue systémique, l'eau est partout. Elle est vitale pour un grand nombre de parties prenantes. Donc, on voit que l'eau de ces montagnes, elle est utilisée premièrement par la faune et la flore de nos montagnes, par les populations locales, mais elle rentre en jeu pour l'ensemble des acteurs qui sont présents sur le territoire. Donc, on a l'agriculture, le tourisme, mais on va aussi en avoir besoin pour créer de l'énergie qui est elle-même indispensable au bon fonctionnement de toutes les activités sur le territoire. Donc forcément une ressource qui est restreinte avec de multiples acteurs. Et il faut avoir en tête que si un acteur utilise trop de cette ressource, ça a forcément un impact sur les autres. Donc, tous ces acteurs peuvent potentiellement rentrer en conflit. Les populations locales versus les touristes, l'agriculture et les domaines skiables ou la faune et les centrales hydrauliques. Une multitude de conflits sont possibles. Et donc, l'enjeu, ça va être déjà d'avoir conscience de l'ensemble des parties prenantes qui utilisent cette ressource et de se concerter et de répartir équitablement cette ressource. Donc, voilà pour des explications très globales. Je vais laisser la parole à Lucie qui va vous présenter plus en détail le zoom sur le cahier des charges flocon vert. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour refaire le petit point technique sur le zoom du cahier des charges flocon vert, je vais d'abord vous expliquer, vous situer où est-ce que se situe le sujet de l'eau dans notre cahier des charges. Alors, le critère en soi se situe dans la 4e famille
J'étais en train de vous présenter dans notre cahier des charges en abordant avec vous le sujet de ce critère qui se situe en soi dans la 4e famille du cahier des charges, qui est celle de la gestion des ressources, mais qui est un sujet tellement transversal comme vient de l'aborder Estelle et comme on va l'aborder ensuite avec nos intervenants, qu'en fait on en parle au moment de parler d'aménagement et de ménagement du territoire, parce que aménager le territoire sans prendre en compte la disponibilité de la ressource en eau et ses différents usages, c'est juste impossible. Aussi parce que d'un point de vue de résilience, il est aujourd'hui important de se projeter vers l'avenir et d'anticiper les éventuels conflits et ou différents usages qu'on fait de cette ressource en eau. Il y a un point de vue sensibilisation qui est aussi très important, comme de manière assez transversale dans le cahier des charges, on parle de sensibilisation pour beaucoup de sujets, mais sensibiliser sur ce sujet-là et faire en sorte qu'il y ait des enjeux de participation et de gouvernance partagée sur l'idée de cette ressource qui est en fait un de nos biens communs est fondamental. Et bien évidemment, ça touche aussi à la question de la diversification des usages, fréquentation du territoire, comment est-ce qu'on gère les hausses de fréquentation sur le territoire, les différentes pratiques sportives de loisirs qu'il peut y avoir sur le territoire qui peuvent impacter cette ressource aussi. Et la question des sols qui est fondamentale, tant du point de vue de l'imperméabilisation que de la qualité des sols, que de la pollution des sols qui peut résulter aussi et avoir beaucoup de liens avec ce sujet et ce thème de l'eau. Donc, de manière plus précise, le critère eau du cahier des charges, c'est le critère numéro 19. Il se situe dans la famille donc, de la gestion des ressources et il y a 3 volets. Un sur la connaissance de la ressource en eau, un sur la gestion de cette ressource et un sur les projets de développement et comment est-ce qu'on anticipe en fait la potentielle vulnérabilité de cette ressource en eau. Sur la connaissance de la ressource pure et simple, on vient chercher à voir si le territoire connaît la répartition, les différents usages et la disponibilité de cette ressource, et s'il tente de mener un peu des réflexions globales, transversales et prospectives sur cette disponibilité. D'un point de vue assez technique, on vient regarder si, en fait, si la destination connaît assez bien son rendement AEP et s'il y a le rendement d'eau potable entre l'eau qui rentre dans le réseau et l'eau qui en ressort, le pourcentage de perte qu'il y a dans ce réseau d'eau. On vient voir comment est-ce que le territoire cherche à adopter des mesures pour limiter les pertes et limiter les fuites dans ce réseau. Et quelle connaissance le territoire a aussi des risques qui sont liés à la ressource en eau sur son territoire. Ça peut être des risques assez variés comme les inondations, les coulées de boue qui interviennent, avec aussi les perturbations climatiques qui nous touchent. Sur la gestion de l'eau, il y a un enjeu qui est central, qui est celui de la gouvernance. Une gouvernance qui, pour adopter en fait une gestion durable de cette ressource, doit être claire et opérationnelle et qui assure du lien entre les usagers de la ressource, les collectivités, les services compétents, les intercommunalités, puisque cette compétence eau va passer aux intercommunalités d'ici 2026 pour tous les territoires qui le concernent. Il y a aussi évidemment une veille sur la conformité des équipements individuels qui est nécessaire pour éviter de polluer notre environnement naturel. Et puis, ce que je vous mentionnais un petit peu plus tôt, les traitements qui sont adaptés au pic de fréquentation et le traitement de la ressource au regard de ces questions-là. Sur le 3e volet de ce critère eau, avec les projets de développement et la vulnérabilité de la ressource, on s'intéresse pas mal au domaine skiable et à la gestion de l'eau qui est faite sur ce domaine skiable, avec la production de neige de culture, le respect des débits réservés et des prélèvements d'eau qui sont faits sur le milieu naturel pour produire cette neige. Et globalement, on vient voir comment le territoire se prémunit et tente de trouver un équilibre entre le développement touristique ou les activités touristiques, la disponibilité de la ressource et la préservation de cette ressource aussi. Sur les petits points de vigilance qu'on a identifiés au fur et à mesure de notre accompagnement sur les territoires, on cherche vraiment à mettre l'accent aussi sur le fait que la compétence soit déléguée aux intercommunalités d'ici 2026. Pour certains, c'est déjà le cas. Ça ne décharge pas ni les communes ni les principaux usagers d'un concernement pour la ressource. On constate pas mal en fait de méconnaissance, notamment de la part des usagers, du cycle de l'eau sur leur territoire. Et il y a un vrai travail de pédagogie qu'on a identifié qui est nécessaire de faire pour impliquer les citoyens et les citoyennes dans la gestion de la ressource. Et évidemment, pour aborder la notion d'équilibre, pour aborder la notion de prospective et de préservation de cette ressource, il y a un enjeu qui est fondamental et qui est central sur celui de la gouvernance de cette ressource, qui est à structurer pour beaucoup de territoires qu'on accompagne. Voilà pour le petit point technique cahier des charges. Je repasse la parole à Estelle qui va introduire nos experts du jour.
Super, eh ben, merci Lucie. Donc, on va laisser la parole à Sébastien et Baptiste enfin, de la Société d'économie alpestre de la Savoie sur les enjeux que eux rencontrent dans leur organisation. Est-ce que vous êtes par là? Est-ce que vous pouvez prendre Ouais, la parole? oui. Ouais, Est-ce parfait. que tu m'entends? Ouais, c'est bon. Voilà, parfait. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis Sébastien Maillet-Rosset, je suis le directeur de la SEA. Quelques mots pour vous dire qui nous sommes. On n'est pas forcément connus partout. Association Loi 1901 également. 300 adhérents d'une année sur l'autre avec 2 tiers d'éleveurs, donc ceux qui font l'alpage et qui sont en alpage, et puis 1 tiers de collectivités, puisque c'est quand même marqueur fort de nos territoires, c'est que les collectivités sont propriétaires d'alpage dans nos vallées. Donc on danse sur 2 pieds, hein, les alpagistes collectivités, mais on est aussi ouvert puisque les accompagnateurs moyenne montagne, la Fondation Facim et d'autres acteurs sont parmi nos adhérents. On est une équipe de 8 collègues pour s'occuper de 1000 alpages. Donc autant dire que notre philosophie est plutôt de faire avec et en partenariat que faire tout seul. Et l'idée, c'est en tout cas, de faire perdurer. Notre objectif, c'est de faire perdurer un fonctionnement pastoral sur des territoires qui sont parfois en transition et qui évoluent assez rapidement. Donc pour ça, on a un rôle d'expert, hein, sur les questions pastorales et des espaces pastoraux, répondre à des thématiques très précises posées par des éleveurs ou des collectivités. Et puis, on a un rôle de garant de l'intérêt général autour de 3 axes. C'est un peu comme Mountain Rider, c'est communiquer, sensibiliser toutes les personnes qui sont sur ces territoires ou qui vont sur ces territoires pour que la cohabitation se fasse avec le moins de frottement possible. Ça, c'est le premier élément. Intervenir en médiation et conseil. Parfois, ça frotte. Je suppose que si vous allez vous promener, la question des chiens de protection ne vous est pas inconnue et ça se passe pas toujours bien. Mais en tout cas, voilà, il faut parfois intervenir en médiation. Et puis, un marqueur fort de l'identité pastorale, en tout cas en Savoie, c'est la structuration collective, hein, c'est-à-dire c'est la capacité qu'ont eu des éleveurs à se regrouper pour valoriser des territoires montagnards, alors des éleveurs et aussi des propriétaires sous la forme d'associations foncières pastorales, hein, AFP. Et un de nos rôles, c'est d'accompagner en fait ces formes collectives. Voilà pour une petite présentation en quelques mots, hein. Après, je vous laisserai aller, le cas échéant, sur notre site internet, hein, www.equalp, qui est en haut, qui vous permettra de nous connaître un peu plus. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît, Estelle. Merci. On s'était dit que ce serait intéressant, dans le cadre du label Flocon Vert, de vous redire aussi la proximité de ces alpages avec des domaines skiables. Alors, on a porté un double regard. On a l'habitude de travailler avec les collègues de la Haute-Savoie, puisqu'il y a une société d'économie alpestre également en Haute-Savoie. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les chiffres, mais tout ça pour vous dire que le chiffre à retenir, c'est qu'il y a en gros 30% des alpages, donc que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie, qui sont concernés de près ou de loin par un domaine skiable. Donc, c'est pas neutre. En surface, c'est pas rien. Donc, on a une proximité géographique forte avec les domaines skiables. Et puis, une proximité humaine un peu historique parce que beaucoup d'éleveurs, enfin, une bonne partie d'éleveurs, c'est un peu moins vrai maintenant, c'est une tendance qui se dessine, mais ont été double actifs et ont travaillé soit à donner des cours de ski, soit à remonter mécanique, en plus de faire leur journée sur leurs exploitations. Donc, il y a une proximité humaine, une proximité géographique assez importante sur cette thématique des domaines skiables et du pastoralisme. Je veux bien que tu passes à la suivante. Qui a amené les institutions, en tout cas du monde agricole, à se dire, avec ces proximités-là, il y a sûrement des choses à institutionnaliser, en tout cas à mettre en œuvre. Et en 2014, on va dire les institutions ont signé une charte de coopération avec 3 principes, qui étaient la concertation régulière entre les 2 professions, agricole et ski, la communication, les échanges en amont des projets, diminuer les contraintes, augmenter les complémentarités, et les rencontres institutionnelles entre DCF et l'Assemblée plénière des chambres d'agriculture pour faire vivre et évoluer cette charte. Alors, en fait, la charte, il y a eu beaucoup de communication dessus. Il y a eu un super livret technique, un guide technique là, si vous googlisez, vous le trouvez en ligne assez facilement, Sous la neige des alpages, qui regroupe pas mal de précautions comment dire, de chemins à suivre pour que les choses se passent bien sur ces domaines skiables-là. Et puis, on s'est aperçu que les institutions s'étaient bien rencontrées,
mais que quand même dans le fonctionnement quotidien, que ce soit le monde de l'alpage ou le monde du ski, on avait du mal à décloisonner ces silos parce que la saison du ski, c'est 6 mois, la saison de l'alpage, c'est 6 mois, et pendant ce temps-là, il faut faire rentrer beaucoup de choses. C'est pour ça depuis 2018, on a porté une action pour retourner à la rencontre des domaines skiables, savoir un petit peu ce que eux mettaient en œuvre sur leur territoire et en relation avec le monde pastoral, euh, savoir si des réunions de concertation avec le monde des éleveurs étaient mis en place, comprendre aussi la gouvernance. Hein. On avait aussi dans ces enveloppes de domaines skiables la question du VTT un peu nouvelle qui apparaissait. Un coup, c'est les guides, un coup, c'est domaine skiable, un coup, c'est l'office du tourisme, pour savoir à qui s'adresser. Et puis voir aussi quelles étaient les synergies, les thématiques communes qui pourraient être mises à l'œuvre. Et parmi celles qu'on a identifiées, il y avait les sols, évidemment. Hein, quand on bouleverse les sols, on bouleverse la végétation. Et la végétation, c'est la nourriture des vaches qui donne le bon lait pour faire du bon Beaufort. Voilà, petite publicité au passage. Mais le deuxième point important, c'était l'eau qui est ressortie assez rapidement et sur lesquelles des synergies étaient possibles. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, un petit focus rapide, je ne vais pas vous bourrer le mou avec des chiffres, mais ce qu'il faut retenir, une petite carto, en vert, vous avez ce qu'on appelle on parle d'unités pastorales, ce sont des alpages, 2000 alpages sur les 2 départements, c'est facile à retenir. Et puis entre vallée et alpage, on a ce qu'on appelle des zones pastorales, les montagnettes dans le langage local, 1300 entités. Mais tout ça, ça fait un tiers de la surface qui est en fait couverte par le pastoralisme. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Donc, c'est pas neutre pour l'agriculture savoyarde. Et du coup, forcément, ça rencontre d'autres enjeux, dont l'utilisation de l'eau. Allez, en chiffres, des moutons en veux-tu, en voilà. En tout cas, sur les 150 000, il y en a plus de 100 000 qui viennent de départements extérieurs, ce qu'on appelle la grande transhumance. Hein, ils ne sont pas tous chez nous tout le temps. Des vaches laitières, vous voyez, les Savoies, quand on reprend le massif des Alpes, le marqueur fort du pastoralisme des Savoies, c'est d'avoir une production laitière en alpage. Donc ça, c'est un truc important à retenir. On vous a mis des chiffres sur ce qu'on appelle les AFP. Les AFP, ce sont des regroupements de propriétaires qui se regroupent pour exploiter un territoire en commun. C'est en gros, on met notre petite parcelle pour en faire une grande et pour que l'unité devienne une unité fonctionnelle. Voilà, c'est des petits chiffres, mais qui permettent de recadrer un petit peu ce qu'est pour nous le domaine pastoral et l'importance qu'il a sur nos territoires. Bon, c'est un peu la même chose. On est un peu contraint par le temps, je ne vais pas y passer plus de temps, mais on a repris les enveloppes des domaines skiables. Et ce que vous avez en jaune, partout, c'est des surfaces pâturées, en gros. Hein. Ça vous permet de voir un petit peu tout ça. Alors, des repères, parce qu'en fait, c'est important, hein, de quoi on parle en termes de volume, c'est assez intéressant. Une vache laitière, c'est 100 litres d'eau par jour quand il fait pas trop chaud. Depuis quelques années, c'est plus 100 litres d'eau par jour quand il fait chaud. Hein. On peut monter à 120, 130 litres quand il y a les périodes de canicule, des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est-à-dire qu'un fonctionnement qui était un peu immuable, hein, ces exploitations d'alpage, et ben même nos repères techniques sont en train de bouger. Et puis, vous voyez que des chèvres en lactation, c'est 6 litres. Et puis les ovins, ça peut aller de 0 litre à 8 litres par jour. Alors 0 litre, pourquoi? Parce que des ovins peuvent rester quasiment une semaine sans boire si on a une rosée qui est importante. Donc on a, selon les productions, des besoins qui ne sont pas du tout les mêmes. Si on regarde un alpage de 60 vaches laitières pendant 4 mois, durée moyenne d'une saison d'alpage, on fait un petit calcul, on ajoute ce qu'il faut pour l'abreuvement, ce qu'il faut pour nettoyer la machine à traire, et puis les besoins d'hiver. Un alpage avec 60 vaches laitières, c'est à peu près 900. On a besoin de 920 mètres cubes d'eau, pour vous donner une idée. Et un petit repère comme ça, pour que vous l'ayez en tête, 1 litre de lait, c'est 90% d'eau. Donc, les Savoies, avec leur marqueur laitier fort et la production laitière forte en alpage, si on veut en tout cas faire perdurer tout ça, il faut de l'eau pour produire du lait. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Alors, ça a été dit en intro, mais le contexte de ce temps, hein, les températures qui augmentent, notamment dans les Alpes, je crois qu'on a pris plus de degrés en 50 ans, bah, pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisque en fait, les stocks de neige diminuent. Les stocks de neige, en fait, c'est de l'eau qui est restituée au fur et à mesure de la saison d'alpage, qui alimente sources et ruisseaux et qui servent à abreuver les troupeaux. Donc, ça, pareil, hein, ça bouscule un équilibre qui était jusqu'ici un peu immuable. L'augmentation de la période de végétation, c'est aussi l'augmentation de l'évapotranspiration. Hein. L'évapotranspiration,
c'est l'évaporation qu'on a au niveau des plantes et du sol. Ça veut dire que, eh ben, il y avait de l'eau, il y a toujours de l'eau, mais elle s'évapore beaucoup plus. Donc ça, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Ça fait une diminution de la ressource disponible. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure sur les repères, c'est que les besoins en abreuvement ont plutôt tendance à augmenter avec les coups de chaleur. Ce qu'on a, et sur de la datation à très court terme, et qu'on a pu voir, c'est que des éleveurs où l'eau coule plus à la source, qu'ils utilisaient depuis des dizaines d'années, c'est qu'ils se mettent à voyager de l'eau à partir de sources qui sont ailleurs, plus bas, etc. Et on peut dire que là, ça pose des questions quant aux valeurs du produit, à la capacité qu'avaient jusqu'à maintenant les hommes de valoriser les ressources en place, puisqu'on met du carbone pour alimenter en eau les troupeaux. Et on a même vu en Suisse l'armée prendre le relais pour faire des rotations en hélico pour alimenter les alpages qui subissent la sécheresse. Euh, et ce qu'on veut éviter aussi, donc c'est ça, et puis c'est la redescente précoce des troupeaux des montagnes. Alors notre philosophie, c'est surtout pas de la concurrence, on est plutôt de se dire comment on peut dans ces changements, en tout cas sans en rajouter plus qu'il n'en faut dans la montagne, inventer les systèmes qui demain iront bien et nous permettront d'être encore là-haut, alors peut-être de manière différente, mais en tout cas d'avoir suffisamment d'eau pour fonctionner. Donc on parle plutôt de synergie, nous, avec les acteurs du territoire, avec trois axes. Mobiliser les ouvrages existants, alors on vous dira ce que sont les ouvrages existants. Préserver aussi les capacités du milieu à stocker l'eau. Baptiste, mon collègue, vous y dira encore un peu plus. Et puis là où tout ça n'est pas toujours possible, c'est disposer d'ouvrages de stockage propres au pastoralisme, c'est-à-dire c'est un peu remplacer ces névés qui disparaissent. Alors, mobiliser les ouvrages existants, je vous ai mis, je suis parti des deux Savoie tout à l'heure, puis là, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, là, c'est le périmètre de l'agglomération Ardisère, sur lequel on anime un dispositif. Sur cette agglomération, on a regardé en fait le nombre d'animaux, on a une enquête qui nous permet de dire le nombre d'animaux qui en a le page, et à partir des repères dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a estimé les besoins en eau. Et en fait, pour faire fonctionner les alpages du territoire de l'agglomération d'Arnisère, sur une saison, il faut 70 000 mètres cubes pour abreuver les animaux, etc. Et pour vous dire qu'on a sûrement des synergies à construire, la retenue collinaire de la Pêchette, qui a été construite il y a quelques années, c'est 84 000 mètres cubes de stockage. C'est-à-dire qu'avec une retenue collinaire d'un domaine skiable, on peut finalement alimenter l'ensemble des troupeaux d'un territoire tel que l'agglomération d'Arlisère qui sont en alpage. C'est pour avoir les échelles en tête. Donc ça, c'est une première piste qui nous est donnée de dire, tiens, il y a des ouvrages là qui stockent beaucoup d'eau, et si on en prend un petit peu, sans doute que ça va le faire. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que la Savoie, c'est aussi un pays de barrage avec EDF. Et la question, c'est de se dire, bah, tiens, là aussi, il y a une eau à proximité, il y a des troupeaux pas loin, et il y a sûrement des choses à inventer. Alors, c'est le premier exemple, l'exemple d'une collaboration avec les domaines skiables. On travaille depuis un petit bout de temps avec le domaine skiable des Saisies. Je vais vous parler de l'aménagement de la retenue de la Pêchette. C'est pas un aménagement neutre, hein, c'est 84 000 mètres cubes. En plus de cet aménagement, à l'époque, la SPL a mis en place 88 enneigeurs, 6,5 km de réseau de production, et ils ont commencé les études en 2015. Alors souvent, la mise en place de ces aménagements, c'est plutôt mal vécu sur les alpages, pour dire les choses franchement. Il y a un temps d'acceptation, un temps de compensation. Et puis passer tout ça, c'est de se dire après comment, quelque part, on tire du positif de ça. Donc je veux bien que tu montes la diapo d'après, s'il te plaît. Donc ça, c'est remis sur une carte. Le petit point bleu que vous avez, c'est la retenue. Et puis après, ce qu'il faut regarder, c'est tout le violet. Là, c'est tout ce qui est finalement les 6,5 km qui vont être enneigés à partir de cet aménagement. Donc, je veux bien que tu passes à la diapo d'après. Donc, en fait, l'idée, elle est assez simple, hein, c'est de se dire, bon, ils vont tirer des tranchées, va y avoir de l'eau pour des canons à neige. Est-ce que tout ça, ça ne traverse pas des alpages? Et est-ce que, en même temps que cette tranchée est tirée, il n'y aurait pas une tranchée qui pourrait être mise en place, alimentée l'été par cette retenue collinaire qui est pleine et permettre aux éleveurs finalement d'abreuver leurs troupeaux? Donc, en fait, le principe, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé en fonction des tracés qui nous ont été transmis,
si il y avait des alpages traversés et comment on pouvait mettre en place un réseau. Donc, en l'occurrence, là, on a regardé les alpages traversés, un besoin de 1000 mètres cubes pour satisfaire la saison d'alpage. Et puis, du coup, aller-retour avec le domaine skiable, faire coïncider les calendriers. Donc, je veux bien que tu passes à la diapo d'après. Et là aussi, bah là, tout à l'heure, vous avez vu le projet lié au domaine skiable. Et ben là, c'est le projet lié au pastoralisme. Donc, on a collaboré avec le domaine skiable. Nous, on n'a pas fait 6,5 km de canalisation, mais du coup, en parallèle de la canalisation des canons à neige, 3 km d'adduction d'eau ont été mis en place et 11 regards de piquage. Alors, les regards de piquage, c'est les regards où les éleveurs viennent se connecter pour mettre un bassin et abreuver leurs troupeaux tout au long de la saison, avec une distribution gravitaire. C'est-à-dire que le domaine skiable a été capable de faire une micro-pause dans sa marche avant, de nous laisser du temps pour construire avec eux finalement un projet à double vocation et de mettre dans la même tranchée un tuyau. Alors, comment ça s'est construit? Ce qui est intéressant, c'était que sur cette partie-là, où il y avait des alpages, on a une maîtrise foncière qui était très simple. C'était la commune d'Autelus qui était propriétaire du foncier. Donc, les passages de propriété étaient faciles à gérer. La commune a pris en charge le financement de tout ce qui était réseau, tuyaux, quincaillerie, regard, etc. Et puis, là où on dit synergie, c'est que la régie des saisies, de toute manière, a creusé sa tranchée pour les enneigeurs. Donc, du coup, euh, on a bénéficié finalement du génie civil. On avait une tranche ouverte, il a fallu mettre nos tuyaux dedans. On a bénéficié de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que le domaine skiable a mis à disposition le maître d'œuvre pour suivre le chantier également lié à l'abreuvement. Et enfin, il y a eu une seule ingénierie environnementale et réglementaire, c'est-à-dire que au lieu de faire deux projets qui passent pas forcément au même endroit, avec deux ingénieries, avec deux tranchées, finalement, on a une seule ingénierie environnementale et réglementaire qui a été faite avec un seul passage sur les espaces pastoraux. Donc c'est assez intéressant, hein. C'est pas seulement on se cause, c'est on se cause et on va jusqu'à des moyens mis en commun. Alors, les bonnes conditions du double usage de l'eau, quelques choses à avoir en tête. Répondre aux besoins en eau des troupeaux, ce qu'on a essayé de faire pour pas réinventer d'usine à gaz et puis avoir une simplicité d'utilisation, c'est de travailler une distribution gravitaire. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est d'avoir des regards distincts pour les agriculteurs, indépendants des regards euh, liés aux enneigeurs. Au début, on voulait tout mettre dans les mêmes regards. Puis en fait, en échangeant, il y a des peurs mutuelles, notamment les peurs des gestionnaires de domaines skiables, de dire non, mais nous, on n'a pas envie qu'ils viennent toucher nos installations de neige, etc. Donc, on a séparé. Le dialogue nous a amené à prendre cette décision technique. Et finalement, chacun a géré son regard. Et puis, c'est surtout d'avoir des dispositifs de regard qui soient aussi sécurisés, puisque en fait, domaine skiable des saisies, je vous apprends rien, mais c'est aussi un domaine où l'été, il y a du monde. L'idée aussi, c'était qu'on ait de l'eau dans la retenue collinaire et suffisamment l'été pour sans que ça pose problème. L'élément important, c'est l'obligation pour les éleveurs d'utiliser des bacs à niveau constant. Alors, c'est pareil, ça paraît couler de source, si je puis dire, mais un bac à niveau constant, c'est un bac avec un flotteur qui, une fois qu'il est plein, s'arrête. Ça, c'est important. Et puis, pour chaque alpage, on a mis des compteurs. Donc, ça, c'est aussi important, c'est un élément important. L'idée aussi, c'est d'avoir en tête que ben, l'eau, c'est un bien commun, ça a été dit un peu trop, et que c'est important d'être capable de mesurer finalement ce qu'on utilise et d'utiliser bien. Euh, voilà ce que je peux dire sur cette diapo. Les points positifs, c'est qu'on a déclenché un projet qui aurait été difficilement supportable économiquement pour une collectivité en absence de synergie, ça c'est important. Il y a eu des financements liés à l'agriculture. Donc, le PPT, c'est le plan pastoral territorial. C'est un dispositif régional de financement de travaux en alpage. Et puis, on a, et ça, c'est quand même plus gros, c'est la meilleure réussite, c'est un retour positif des alpagistes concernés. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, mais qui viendra sans doute avec le temps, c'est la signature d'une convention d'usage de l'eau. Pour l'instant, l'accès à l'eau est gratuit pour les éleveurs. Et puis, on a travaillé qu'en gravité. Il y avait des éleveurs qui étaient situés au-dessus de la retenue collinaire. Et à l'époque, on n'a pas travaillé à ce sujet-là
on est en train de travailler. Voilà. La réussite de ça, elle tient beaucoup à juste, je veux bien que tu reviennes juste à la diapo d'avant, c'est le petit encadré. Elle tient beaucoup en fait, il n'y a pas de problème technique. Moi, je dis toujours ça, c'est qu'il y a zéro problème technique, il y a juste des problèmes humains. Et en fait, quand même, le territoire des saisies, c'est un territoire où il y a une culture du dialogue entre les hommes. Et du coup, le facteur de réussite, c'est d'être capable de déclencher et de mettre en place un espace de dialogue où on prend le temps de se parler, se causer, de se donner nos objectifs réciproques et nos limites réciproques pour arriver à un projet commun. Et en fait, la bonne illustration de ça, c'est que les saisies, il y a 3 grosses retenues collinaires. Et normalement, à fin 2025, l'ensemble des retenues collinaires du territoire des saisies auront un double usage pastoral et ski, quoi. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Et c'est le seul endroit pour l'instant en Savoie où on a réussi à faire ça. Voilà. Donc, c'était un peu ma petite conclusion sur cette partie-là. Voilà, je vous remercie. Je reviens après. Pour poursuivre les propos de Sébastien, donc le deuxième exemple qu'on souhaitait vous présenter en ce qui concerne la mobilisation d'ouvrages existants porte donc sur un travail qui est mené avec EDF et la commune de Beaufort. Donc la genèse de ce projet, c'est en 2015, où un projet de dialogue territorial a été mis en œuvre. Donc ce projet se nomme Projet Roselin, et où l'objectif était de décloisonner les visions et croiser les regards touristiques, écologiques, pastoraux et industriels, dans le but donc d'installer un espace de dialogue commun pour trouver quelque part des accords dans les désaccords. Et la finalité de ce projet-là, c'était de développer plusieurs projets techniques autour du développement, de la préservation du patrimoine et de l'amélioration de la circulation autour du lac de Roselin. Et donc les 4 partenaires fondateurs de ce projet, donc comme je l'ai dit, il y avait la commune de Beaufort, EDF, le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie et donc la Société d'économie alpestre de la Savoie. En 2022, comme vous le savez tous, donc il y a eu une sécheresse majeure avec, sur de nombreux alpages en Savoie et en particulier sur le Beaufortain, des tarissements de sources et de cours d'eau qui a entraîné du coup une pénurie dans l'approvisionnement des troupeaux pour l'abreuvement, mais aussi pour le lavage, par exemple, de machines à traire. Et donc, à ce moment-là, 2 alpagistes ont sollicité la commune de Beaufort pour savoir s'il était possible d'utiliser l'eau stockée dans les barrages EDF du Beaufortain, donc en l'occurrence le barrage de Roselin et le barrage de Saint-Guérin. Donc à partir de ce constat initial, au début de l'année 2023, donc la commune de Beaufort, EDF et la SEA de Savoie donc, se sont mis autour de la table pour essayer de mettre en œuvre un projet visant à répondre à ces situations d'urgence qui malheureusement tendront à se reproduire à l'avenir. Et donc ce projet s'est concentré donc, sur 2 sites, donc les lacs de Roselin et les lacs de Saint-Guérin. Au cours de l'été 2023, nous avons effectué un essai de pompage au niveau du lac de Saint-Guérin à partir d'une motopompe et de matériel relativement simple que voilà, des éleveurs peuvent acheter et se fournir. Et donc, cet essai a été une réussite. Et donc, l'objectif cette année, en 2024, est de transformer l'essai quelque part et donc d'installer une installation pérenne sur le site de Saint-Guérin pour que, à partir du début du mois de juillet, si il y a une situation de sécheresse qui se reproduit, que l'on puisse autoriser les éleveurs du territoire à venir utiliser le dispositif pour pallier au manque de ressources qu'il pourrait y avoir sur leurs alpages. Ensuite, une fois qu'on a passé le premier seuil, donc de mobiliser les ouvrages existants, le deuxième volet que l'on va mobiliser, c'est bien sûr de préserver au maximum les capacités du milieu à stocker l'eau, et donc en particulier préserver les zones humides qui sont, comme vous le savez tous, des grosses éponges qui permettent de retenir l'eau en tête de bassin versant et qui sont également des foyers à haute concentration de biodiversité.
Et donc, à la Société d'économie alpestre, on travaille sur ce sujet-là à travers la mise en place de mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, ce sont des dispositifs d'aide à destination des exploitants agricoles qui visent à récompenser et à favoriser le développement de pratiques agropastorales euh, qui sont en adéquation avec la préservation du milieu. Et donc, ce sont des engagements qui courent sur 5 ans. On a commencé à rédiger certains plans de gestion en 2023, donc qui courront jusqu'en 2027 et 2028. Et ils comportent donc des obligations à respecter. Donc, pour construire la mise en place de ces MAEC, donc il y a un principe qui est répété systématiquement. D'abord, on va croiser en fait les enjeux environnementaux avec les enjeux pastoraux. Donc, comment l'alpage est organisé, comment le troupeau est conduit sur cet alpage, quels sont les différents enjeux en termes de préservation de la ressource et du milieu. On va également regarder la relation de causalité entre l'état d'un milieu et une pratique. Donc, par exemple, une zone sur laquelle il peut y avoir un petit peu de piétinement, on va essayer de comprendre pourquoi il peut y avoir du piétinement de la part du troupeau. Et si cette zone-là présente un enjeu environnemental important, on va essayer de trouver une solution pour, quelque part, rectifier ce problème. Et donc, on va co-construire des ajustements de pratiques avec les exploitants, mais également avec d'autres partenaires, comme par exemple le CEN ou le Parc national de la Vanoise. Et donc, ces ajustements et ces obligations vont être déclinés au sein d'un plan de gestion que l'ensemble des parties, du coup, va signer. Et donc, l'exploitant va s'engager à respecter ce plan de gestion au cours des 5 ans de contractualisation. Parmi les mesures spécifiques à la préservation des zones humides, dans les obligations et les préconisations que l'on peut faire, c'est par exemple la mise en place d'une zone de défense stricte autour des sites les plus sensibles, réaliser un pâturage qui va être rapide et limité dans le temps pour éviter que la zone humide soit dégradée par un piétinement trop fort, et également une assurance de stationnement du troupeau. Donc, par exemple, pas de mise en place de parcs de nuit ou d'aires de traite sur ce type de zone. Je reprends le relais pour terminer avec quelques diapos. Notre troisième axe, c'est quand on a un peu épuisé les axes précédents. Évidemment, on a une action anthropique sur le milieu en développant des ouvrages de stockage propres au pastoralisme. Donc, encore une fois, les échelles sont pas les mêmes. Par abus de langage, on parle de retenue collinaire. Voilà, ça c'est une retenue collinaire que vous avez sous les yeux. Elle récupère que la neige et les précipitations, c'est 500 mètres cubes. Ça permet à un alpage d'une quarantaine de vaches laitières quasiment de fonctionner tout l'été. Et l'idée, quand on crée des ouvrages comme ça, c'est d'avoir la même culture qu'on a sur le milieu environnemental lorsque des aménagements sont faits, hein, c'est de s'appliquer le triptyque ERC, hein, éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que quand on travaille sur un alpage, zones humides, cours d'eau, espèces protégées sont affichées. Et on essaye d'aller viser dans les endroits où il n'y a rien pour répondre, en tout cas sur cette partie stockage, aux besoins d'un alpage ou des éleveurs. On ne prélève pas plus d'eau, mais en tout cas, on la retient en tête de bassin versant. Alors là, vous avez une image d'une retenue collinaire. Je veux bien que tu passes la diapo d'après. Il y a d'autres systèmes sur des bâtiments d'alpage qui existent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, au lieu que l'eau ruisselle depuis le toit, on met une gouttière et puis on récupère dans ce qu'on appelle des citernes souples. Là, vous avez 60 mètres cubes de stockage dans une poche souple. L'avantage par rapport à ce que vous avez vu précédemment, de ces dispositifs-là, c'est que la citerne, là, une fois qu'elle est repliée, elle tient dans le coffre d'un 4x4, on s'en va, on enlève le bidim qui est en dessous et c'est réversible. Hein, donc, c'est des systèmes aussi tels que ceux-là qu'on recherche, en se disant que après nous, il y aura d'autres choses. Et du coup, le milieu pourra aussi se régénérer facilement. Là, on est sur l'alpage de la Tuile, dans les Bauges. Hein. C'est un alpage à chèvres et vaches laitières, sans eau, massif karstique. Et du coup, dans une pente naturelle, on a mis en place un impluvium qui alimente cette fois une bâche une citerne de 200 mètres cubes. Pareil, hein, on replie ça, on s'en va et il reste rien à la fin. Donc,
C'est la troisième phase, hein, c'est-à-dire qu'aménager, c'est pas ce qui nous fait le plus plaisir. Pour autant, à nous de trouver des solutions responsables pour que cette activité pastorale qui devra sans doute aussi se transformer dans, dans plusieurs aspects, puisse aussi le faire comment dire, avec une transition proportionnée, quoi. Voilà ce qu'on avait à vous dire, Baptiste et moi. Merci. Attention, attention. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous nous entendez? Oui. Ok, Bon. parfait. Donc juste, merci beaucoup pour votre intervention. On va laisser la parole à Jordan Ray sur la suite pour présenter donc, la stratégie de gestion intégrée des ressources en eau à Tignes. Jordan, je te laisse la parole. Merci pour l'introduction. Merci à Baptiste et Sébastien pour les retours d'expérience qu'ils ont sur les domaines skiables et ces synergies qui sont intéressantes. Je vais vous présenter la stratégie de ressources intégrées de la ressource en eau qu'on est en cours de déploiement, de mise en place sur le territoire. Je ne pourrais pas vous présenter encore des résultats puisqu'on lance les opérations et puis c'est en toute humilité aussi que je vais en parler puisque c'est en cours de construction. On parlait de la concertation. C'est quelque chose qui nous est cher et on essaye de partager ce diagnostic au plus large, alors dans des groupes techniques de travail, dans des comités, le comité de la transition du territoire, pour un organe qui permet de la décision sur des sujets un peu stratégiques de transition, et puis des réunions publiques dès qu'on le peut pour intégrer la population, et aussi des séminaires scientifiques, notamment l'été, des petits congrès sur des thèmes. L'eau, ça revient très souvent, évidemment. Voilà. Pour me présenter, moi, je suis chargé de projet à la mairie de Tignes sur des projets transverses, notamment des projets en rapport avec la stratégie d'adaptation au changement climatique. Je travaille avec Laura Isabet, qui est en charge du déploiement de la stratégie. On travaille de manière complémentaire. Moi, je suis plus sur des projets en lien avec la transition du glacier, avec la ressource en eau, avec la mobilité et les milieux naturels. Alors, je vais insister un petit peu sur le contexte. Estelle l'avait fait un petit peu, mais je vais insister sur ces bassins versants de haute montagne. Qu'est-ce qu'on connaît un petit peu en haute montagne sur la ressource en eau et son évolution probable dans les années à venir? Alors déjà un constat, une année 2022 qui fera date. La dernière grande sécheresse qu'on a connue, canicule, c'était 2003, et c'était ce qui avait permis des grandes avancées sur la réflexion sur la ressource en eau. Et comme d'habitude, on attend de prendre feu pour réagir. Donc l'année 2022, c'est en train de mobiliser tout le monde, on le voit. Donc avec des sécheresses prolongées, succession de vagues de canicule, des restrictions et des tensions sur la ressource en eau en vallée, avec quelques conflits d'usage. Et puis en haute montagne, on s'est rendu compte qu'il y avait une année très sèche avec un faible enneigement. Et puis sur les têtes de bassin, notamment sur des bassins versants avec une contribution glaciaire, on est plutôt préservé. Je vais m'expliquer. C'est que en trompe-l'œil, nos glaciers ils font comme un malade l'été et ça donne l'impression d'avoir beaucoup d'eau, là où en bas, il y a des restrictions. Mais pas pour longtemps. Et ça, je vais essayer de l'illustrer un petit peu plus loin. Le contexte, c'est aussi justement l'année 2022 qui fait un peu tout bouger. Et à l'échelle du bassin versant de la Tarentaise, une ressource qui a été lancée une étude qui a été lancée sur l'adéquation ressources-besoins. Et là, on essaye de référencer quels usages, sur quelles ressources, quels sont les besoins et quels sont les besoins futurs, avec une notion de se projeter sur des futurs besoins. Par contre, ce qui n'est pas fait pour l'instant, c'est qu'on est capable de se projeter sur les besoins, mais il n'y a pas de modélisation de l'évolution de la pérennité de la ressource. On n'en est pas du tout à cet état. Malgré tout, ça nous semble, par rapport à ce qui a été rappelé en introduction, ça nous semble important de le faire.
Et puis, un autre contexte, c'est le comité de labellisation Floconvert. On a été audité. Et puis, il s'est avéré que, effectivement, sur la ressource en eau, la stratégie n'était pas suffisamment poussée. Le message est entendu. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Sur le territoire de Tignes, il y a donc pour les ressources et les usages actuels, c'est l'alimentation en eau potable à hauteur de 1 million de mètres cubes par an. Alors, ce n'est pas forcément ce qui est consommé, mais ce qui est prélevé au milieu. La neige de culture qui fait environ 500 000 mètres cubes, un peu d'hydroélectricité quand on le peut, et puis après le reste c'est epsilonesque, c'est le golfe et puis les espaces verts. Alors j'ai omis de mettre l'usage agricole, je m'en excuse. Tout ça pour dire qu'on travaille avec le SEA sur la refonte des conventions d'alpage et sur la modernisation de la cohabitation des usages. On a des problèmes, ça s'est aménagé pas mal en montagne. On a des problèmes entre VTT et les alpagistes. On a des problèmes avec les patous, un peu moins qu'ailleurs, mais quand même. Et du coup, on a aussi vu émerger quelques petits problèmes de ressources en eau qui vont s'accentuer dans les années à venir, je le pense. Pour certains alpagistes où la ressource n'est pas sous dépendance glaciaire, elle est que sous dépendance nivale avec ces névés qui fondent très très vite et puis plus rien derrière. Donc je n'ai pas oublié cet usage. Pour les ressources exploitées, on a deux grands bassins versants, celui de la Grande Motte qui est illustré en photo ici, avec un glacier tout au fond qui vit malheureusement ces dernières heures. Et puis un autre bassin versant pour l'alimentation d'eau potable, surtout qui est utilisé, qui est le bassin versant de la Sassière, avec pareil des glaciers souffreteux qui vivent leurs derniers instants. Pour le bassin versant de la Grande Motte, on utilise essentiellement l'eau pour la production de neige de culture. Donc on n'a pas de retenue collinaire, on utilise le lac de Tignes, dans lequel on prélève sur les mois de novembre et décembre en particulier, et d'autres petites ressources d'appoint ici et là. Donc, tout ça pour dire que on est capable assez bien de se projeter sur l'évolution de nos usages dans les années à venir, que ce soit pour l'alimentation en eau potable, en améliorant le rendement des réseaux, que ça soit sur la neige de culture, en faisant tourner tous nos modèles de changement climatique et voir quels besoins en eau on aura dans les années à venir. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des projections sur l'évolution de la ressource en eau dans les années à venir. Et c'est un travail qu'on est en train de mener, mais je vais vous le présenter dans les prochaines diapos. Les grands enjeux sur la ressource en eau, on a sur le territoire des hydrosystèmes qui sont assez complexes, où on fait intervenir un glacier, des eaux souterraines, des sources, cours d'eau, lacs, et on n'a pas une connaissance très très fine, même si c'est en cours. Et on a des milieux naturels, notamment aquatiques, qui sont notoirement exceptionnels, avec ces zones humides et puis les cortèges de la flore arctico-alpine notamment, mais pas que. Et d'où ça, évidemment, ça demande beaucoup d'eau pour pouvoir se maintenir. Il y avait un webinaire la semaine dernière sur un travail de recherche qui a été mené pendant 7 ans sur le rôle hydrologique des zones humides. Ça va faire l'objet d'un guide méthodologique qui est financé par l'Agence de l'eau, qui va sortir, je pense, dans les mois à venir. C'est assez intéressant de voir le rôle des zones humides dans le cycle de l'eau, si jamais ça vous intéresse. Donc, comment les changements climatiques perturbent le cycle de l'eau en haute montagne et comment garantir le maintien des milieux naturels, je le mets en premier, et des usages en contexte de changement climatique. Les risques et menaces sur la ressource. On a des études sur notre glacier de la Grande Motte, rétrospective tout d'abord, entre 1982 et 2019, qui montrent qu'on a perdu seulement 30% de la surface, mais par contre, on a perdu 70% du volume de glace. Pour faire simple, on a perdu 40 mètres d'épaisseur en 40 ans, bon, 1 mètre par an. Ces dernières années, on est plutôt à 2-3 mètres par an. Donc ça s'accélère. Et surtout, là, on est vraiment à un point de basculement. On va passer à la diapo d'après.
Voilà, là c'était rétrospectif, maintenant c'est prospectif, c'est entre maintenant et 2023. La surface, vous avez dit, elle n'a pas beaucoup évolué. Là, elle s'effondre. C'est-à-dire que en fait, le glacier, il est à très fine épaisseur partout. Il a à 10 mètres, et quand on perd 3 mètres par an, ben, le calcul, il est simple à faire. La surface va s'effondrer, donc on aura finalement une surface disponible à fondre beaucoup plus faible. Et du coup, une contribution de l'eau glaciaire de moins en moins importante. Si on peut passer à la diapo d'après. Voilà, ça c'est l'illustration de ce que je disais. On ne perd pas beaucoup de surface au début, et puis la surface s'effondre, et le volume également. Donc c'est ce qui est décrit dans certains articles scientifiques. C'est comme pour le peak oil, il existe le peak water, où c'est le maximum de contribution à une année donnée d'un glacier. Et puis derrière, ça s'effondre. Donc on se dit, bah, chouette, tout le monde en bas est en pénurie sécheresse, on a plein d'eau. En fait, c'est pas pour longtemps. Et derrière, ça s'effondre très très vite. Ça, c'est un graphique de principe, mais j'ai fait le travail pour le glacier de Tingg. Je n'ai pas eu le temps de le mettre à jour. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Et on a atteint le pic, nous, en 2022. Ce n'est pas anodin. Et derrière, bah, comme la surface s'effondre, on a un effondrement de la contribution glaciaire jusqu'à presque plus avoir d'eau par rapport au glacier. On ne connaît pas grand-chose sur l'évolution de la ressource en eau. Il y a quand même quelques éléments bibliographiques, dont une étude que je passe souvent en référence, qui est la thèse de Lemoine, qui a été publiée en 2021, qui montre justement, c'est une commande d'EDF, qui montre l'évolution de la gestion des barrages et puis de l'évolution hydrologique attendue dans les Alpes dans les années à venir. Là, ce qui est montré ici, c'est en amont du lac du Serponçon, à l'alimentation du lac de Serponçon. Vous avez la courbe noire et l'enveloppe grise qui correspond à l'état actuel. Donc, pour faire très très simple, l'hiver, on a des étiages, on a des précipitations qui tombent sous forme de neige et très peu d'eau liquide. En mai, juin, on a le pic de fonte qui est assez important puisqu'on a stocké pas mal de neige sur les bassins versants. Et puis évidemment, tout ça va se tarir gentiment jusqu'en août-septembre. Et actuellement, on a les glaciers qui viennent en relais sur cette période-là et qui soutiennent l'étiage en été, qui fournissent des débits plus importants. Qu'est-ce qui va se passer en 2050 et 2080? Ce sont les enveloppes bleu ciel et bleu foncé. On va avoir des débits l'hiver qui vont être beaucoup plus importants parce qu'on va avoir plus de précipitations sous forme d'eau plutôt que de neige. On va avoir un pic de fonte qui va avancer d'un mois, qui va être moins important puisqu'on aura stocké moins de neige sur les bassins versants. Et on aura des étiages plus sévères l'été, notamment parce qu'on n'aura plus le relais glaciaire. Je ne l'ai pas mis, mais les glaciers en 2100, selon les scénarios du GIEC, on va perdre entre 95% et 99% sur l'arc alpin. Donc RIP, il faut en profiter dès maintenant. Alors, juste pour revenir sur la diapo précédente, donc à peu près les mêmes quantités de précipitations, mais elles tombent sous différentes formes et elles ne tombent pas de la même manière sur le bassin versant et on n'a plus le relais glaciaire. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Toujours la thèse de Lemoine. C'est sur une réflexion sur l'adaptation des usages quand ça va être plus tendu en 2050-2080, même si on va avoir des tensions avant. Là, le graphique représente l'usage du Serponçon. Donc pareil, les courbes grises et l'enveloppe grise, ça correspond à l'état actuel. Donc c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'hydroélectricité l'hiver. On a stocké à la fonte, on turbine l'hiver, on descend à fond. C'est la même chose au barrage du Chevry-Latine. On produit de l'hydroélectricité quand on en a besoin l'hiver. Et à la fonte, on remplit la retenue. Et après, on maintient une cote estivale pour les activités nautiques et de loisirs qui sont importantes au Serponçon. Qu'est-ce qui va se passer dans les années 80 et 2080-2050? On va produire de l'hydroélectricité, mais moins 20%, comme vous pouvez le voir en 2080. Et on ne va pas la produire au même moment, on va la produire l'été. Qu'est-ce qui va se passer? On va remplir le barrage pendant l'hiver et une partie du printemps, et on va faire de l'hydroélectricité et du soutien d'étiage l'été.
on va ouvrir le robinet pour l'aval. Donc ça change complètement, c'est quand même une révolution hein, sur la manière de fonctionner de ces barrages hydroélectriques. Juste pour introduire un peu le sujet. Si on peut passer à la diapo suivante. Pour dire qu'à Tignes, en ce moment, on réfléchit avec des enseignants-chercheurs sur les différents compartiments du cycle de l'eau. L'idée, c'est de financer des études, de mettre en place des expérimentations pour mieux comprendre. Donc là, une image d'un traçage. Alors, le colorant fait peur, mais il est pas dangereux. Hein. On suit les eaux de fonte du glacier. Ces eaux de fonte passent dans des bédières, s'infiltrent dans des moulins glaciaires. Et il se trouve qu'à Tignes, on a dans un contexte plutôt karstique. Donc les eaux ensuite s'infiltrent en souterrain et on les suit. Elles vont alimenter notamment le lac de Tignes, mais pas que, à l'aval. Et le temps que met le traceur à sortir et sa restitution, ça nous permet de comprendre quel est le rôle du bassin versant dans la restitution de la contribution glaciaire. Comme on ne va plus avoir cette contribution glaciaire, on aimerait savoir comment elle est retardée, à quel moment elle arrive, pour pouvoir se dire, ben, on fait une croix dessus et puis on regarde ce qui se passe. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, bah ça c'est la restitution du traceur. Donc le traceur, on l'a injecté sur le glacier, il passe en souterrain et il vient alimenter différentes sources au niveau de Tignes jusqu'à la gouille du Salin, la résurgence souterraine la plus à l'aval. Donc voilà, il y a des explorations sur les bédières, mais là j'en ai un petit peu parlé, des explorations in situ avec, pour observer comment ça se passe en souterrain. On peut passer aussi. C'est surtout des belles photos, des explorations dans le karst, où c'est de la science collaborative, où des spéléologues amateurs placent des sondes avec une tutelle universitaire, et puis nous, on bénéficie de ces avancées, de ces résultats d'études pour mieux comprendre comment évolue la ressource. Là, pour dire s'il y a un gouffre qui est dans le gouffre, qui va rentrer dans le gouffre réseau Sentinelle, qui fait moins de 230 mètres, avec des cavités énormes et puis des lacs souterrains. Donc c'est assez intéressant de savoir qu'on a un patrimoine sous nos pieds qui est peu connu. Des études universitaires sur le lac de Tignes. On a une étude qui est en train de se finaliser sur, ça c'est côté enjeu milieu aquatique. Si on met du réchauffement climatique dans notre lac, qu'est-ce qui va se passer en 2050, 2080, 2100? Et on est en train d'avoir les premiers résultats. Alors, il y a eu toute une expérimentation, puis une modélisation. Ça, c'est les résultats qui sont sortis pour les lacs périalpins, c'est-à-dire Bourget, Léman et d'autres. La tendance, elle est dramatique. Donc, si vous regardez, le scénario optimiste n'existe pas. Donc, on est quelque part entre le scénario moyen et le pessimiste. Et on a sur les eaux continentales des augmentations pour les lacs qui vont être en moyenne entre plus 6,5 et plus 8,5. Donc ça a un impact énorme sur les écosystèmes, évidemment. J'ai passé un petit peu de temps là sur le diagnostic. Maintenant, je vais vous parler de la stratégie qu'on envisage de mettre en place pour avoir une gestion plus intégrée de la ressource en eau, avec la mise en place d'un outil qui va se construire au fur et à mesure de gestion optimisée de la ressource. Donc, il se base sur plusieurs packages. Un package qui est connaissance. Donc ça, c'est les études universitaires qu'on finance, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Les études sur le lac, sur le glacier et les changements climatiques, et la modélisation de l'évolution de la ressource. Un package mesure où on met des sondes et des capteurs partout sur le bassin versant pour savoir, pour encadrer nos prélèvements et puis connaître la disponibilité de la ressource. Et puis un package milieu naturel et biodiversité pour mieux définir les besoins en eau des milieux naturels dans les années à venir et systématiquement, quand on prélève, respecter les débits minimums biologiques ou les débits réservés et ajuster notre volume maximum de prélèvement autorisé à la disponibilité réelle de la ressource.
Ça pour aujourd'hui et pour les années à venir avec les projections qu'on est capable de faire sur l'évolution de la ressource. Je vais passer sur le package bassin versant, équipement du bassin versant. Donc là, le principe, il est assez simple, c'est d'avoir des jaugeages quantitatifs à différents points stratégiques du bassin versant pour encadrer les zones de prélèvement, pour mieux comprendre la disponibilité de la ressource et ce qu'on peut prélever, ou être au plus juste de ce qu'on peut prélever pour ne pas impacter les milieux. Et puis aussi encadrer les secteurs à enjeu. Pas que les endroits où on prélève, mais aussi les secteurs où on estime qu'il y a un patrimoine naturel qui est à préserver, pour mieux le comprendre et mieux le modéliser et savoir comment il se comporte dans les années à venir. Donc cette idée, c'est de mesurer le bassin versant partout tout le temps, c'est d'avoir un outil de pilotage, typiquement une interface web, qui permette de savoir où j'en suis, c'est-à-dire quels sont les débits qui approvisionnent ma ressource, qu'est-ce que je prélève, qu'est-ce que je laisse au milieu naturel à tout moment, et pouvoir communiquer dessus. Donc ça, c'est pour le bassin versant de la Grande Motte. Même principe sur l'autre bassin versant de la Sassière, avec une grosse zone humide dans laquelle on prélève. C'est voilà, essayer de comprendre et de superviser un petit peu tout ça. Donc, je parlais, on arrive assez bien à se projeter sur nos usages. Maintenant, on est en phase de se poser la question de comment va évoluer la ressource. Avec cette triple peine, plus de soutien glaciaire, moins de neige sur les bassins versants et des névés qui fondent plus tôt, plus d'évapotranspiration. Est-ce que ça tient toujours? Ça mérite d'être modélisé. Donc, on lance une thèse de doctorat cette année sur l'évolution de la ressource en eau sous dépendance glacio-nivale en contexte de changement climatique avec 2 bassins versants. Alors, je veux quand même revenir un tout petit instant sur le tableau précédent. Ça, c'est quelques calculs de coin de table pour dire ce qu'est une contribution glaciaire sur une année normale. Sur une année normale, le glacier, quand il fond, il donne 10%. Il y a 10% d'eau qui vient du glacier sur l'année complète. Si on ramène ça aux 3 mois critiques, c'est 25%. Sur une année comme 2022, on est à 25% d'eau de contribution glaciaire sur le cycle de l'eau. Et si on ramène aux 3 mois critiques, on est à 68%. Donc c'est assez préoccupant pour les bassins versants dont la ressource principale est la fonte d'un glacier sous Froteux. Si on peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est ce que j'ai appelé vers un observatoire des changements climatiques, mais c'est en cours de constitution. L'idée, c'est de se faire accompagner par des équipes de recherche. C'est essentiellement l'Institut des géosciences et de l'environnement pour la partie glaciaire, le Cartel, l'INRAE et l'EDITEM pour les compartiments souterrains lacs. Et l'idée, c'est de financer, nous, la commune, chaque année, des programmes de recherche pour disposer d'un observatoire des changements climatiques, particulièrement sur le cycle de l'eau, mais pas que, et puis de mieux comprendre comment il fonctionne et de mieux comprendre comment les choses vont évoluer. Ça, c'est fin du mois de février dernier, où justement, toutes ces équipes de chercheurs qui travaillent actuellement sur le territoire ont été sollicitées pour présenter leurs travaux. Et c'était aussi une réunion de travail où on est allé sur le terrain pour discuter des problématiques qu'on a. Et c'était une réunion de travail pour définir justement ce programme pluriannuel et l'alimenter chaque année en disant, voilà, qu'est-ce que vous, enseignants-chercheurs, vous pouvez nous proposer pour améliorer notre connaissance des bassins versants. Il y a une petite image du glacier. Ok, merci beaucoup Jordan pour ton intervention. On peut laisser maintenant place aux questions, s'il y en a parmi les auditeurs. Sur le chat, est-ce qu'on avait des choses? Sur le chat, il n'y avait pas de questions. Ouais. On a donc visiblement pas beaucoup de questions sur le chat aujourd'hui. Est-ce que entre vous, Jordan et Baptiste, il y a des éléments qui vous ont
interroger, interpeller ou j'imagine que vous disiez que vous travaillez déjà ensemble. Et est-ce que ça a été l'occasion pour vous aujourd'hui d'approfondir vos connaissances sur ces sujets respectifs? Actuellement, on travaille ensemble et on est à l'état du diagnostic. On n'a pas encore d'action commune concrète sur ce sujet de l'eau. C'est vrai qu'on voit que certains, j'en ai pas parlé, mais il y a des bassins versants qui seront plus ou moins résilients dans les années à venir. Pour faire simple, plus ils ont des ressources en eau souterraine importantes, moins ils seront résilients, plus ils seront résilients, pardon. Il y a des bassins versants qui sont complètement imperméables et c'est là où on voit tout de suite les problèmes. Où, dès qu'il y a les névés qui sont fondus, très très rapidement, on a les cours d'eau qui s'assèchent, les zones humides qui marnent et puis qui s'assèchent. Et donc, c'est sur ces secteurs-là qu'on s'attend à avoir des problèmes aujourd'hui. Dans les années à venir, ça va évidemment évoluer un petit peu partout. Et là, on en est à constater. Et effectivement, moi, j'avais apprécié l'intervention de Baptiste. Et puis, justement, sur le fait qu'il il y a plein de synergies à avoir. On pense à EDF avec plein de réservoirs d'eau importants qui pourraient justement être intelligemment utilisés pour aider l'activité agropastorale sur certaines périodes un peu critiques. Ok. Il me semble qu'on a une question de Bonnet Laverge. Si vous voulez prendre la parole, peut-être, on peut activer votre micro et on vous laisse la main. Si vous êtes encore là, ouais. Sinon, la question, c'était en quoi les montagnes sont aussi un château d'eau pour les activités en aval. Château d'eau, ça c'est une vue de l'esprit. Ça a été souvent présenté comme ça. Peut-être que l'effet château d'eau, c'est l'érosion du stock glaciaire qui ne va pas durer. Ça, c'est l'effet château d'eau. Le deuxième effet château d'eau, c'est l'hydroélectricité qu'on a un peu partout. Ça, c'est vrai que c'était une belle opportunité pour l'hydroélectricité. On se rend compte que dans les années à venir, ça fera aussi du soutien d'étiage. Donc, c'est aussi une chance, finalement, d'avoir ces barrages-là, ici et là, qui permettront d'ouvrir le robinet plus ou moins fort l'été. Et ça veut dire qu'on fera moins de production hydroélectrique, par contre, l'hiver. Et pour compléter les propos de Jordan, on peut citer aussi un troisième château d'eau qui sont du coup les zones humides, qui ont été un petit peu maltraitées ces dernières dizaines d'années, ces 50 dernières années, mais qui constituent des réservoirs d'eau très importants en tête de bassin versant et qui, malgré le changement climatique, euh, resteront, s'ils sont préservés, resteront quand même un réservoir important qui permettra d'assurer un débit d'étiage pendant la saison estivale et automnale, donc ce seront les périodes sur lesquelles il y aura le plus de tension sur la ressource en aval, que ce soit dans les vallées ou plus loin en plaine, quoi. Alors, moi, je serai un tout petit peu plus mesuré sur le rôle de soutien d'étiage des zones humides. Je confère à la conférence qui s'est tenue la semaine dernière. Ça dépend vraiment des types de zones humides. Tout ce qui est tourbeux et paratourbeux, là, on a plutôt un effet neutre ou aveugle des zones humides. Ça dépend vraiment du cas de figure. En soi, les zones humides méritent qu'on les renature et qu'on les protège, mais pas forcément pour le service écosystémique de régulation de la ressource en tant qu'objet patrimonial. Tout ça pour dire que le rôle est très très limité quand on regarde de près. On a aussi une intervention d'Éric Guillepart. Peut-être que Éric, vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. En fait, je voulais plutôt en relation avec la présentation précédente rappeler qu'à Serre-Chevalier, la Société de remontée mécanique et la collectivité ont expérimenté aussi une multi-utilisation de retenues collinaires
pour faire du turbinage, en fait. Et en fait, c'est un processus vertueux parce que ça a commencé par l'installation de production d'énergie renouvelable pour être clair, des panneaux solaires sur l'ensemble des bâtiments du domaine skiable. Et l'énergie est naturellement utilisée quand on en a besoin, c'est-à-dire quand les remontées fonctionnent. Mais quand les remontées ne fonctionnent pas, on utilise cette énergie pour remonter de l'eau de la vallée dans les réserves et constituer ainsi des possibilités de production d'énergie hydraulique. Ça fonctionne très bien. C'est plutôt rentable et ça intéresse les producteurs d'énergie parce que l'énergie hydroélectrique est une énergie qui peut être très très facilement mobilisable rapidement. C'est-à-dire que quand il y a des tensions sur le réseau, en fait, il suffit d'appuyer sur un bouton et l'énergie est produite dans les minutes qui suivent. Et donc, j'invite ceux que ça intéresse à prendre contact avec la station de Serre-Chevalier parce que c'est, je pense, des expérimentations de multi-usage de retenues collinaires. On sait combien aujourd'hui les retenues collinaires sont contestées dans le débat public, parfois avec beaucoup de violence. Et on en a eu un exemple tout à l'heure d'usage agricole. Il pourrait aussi y avoir un usage de production d'énergie. Voilà, c'est un premier rappel. Ok. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je pense qu'on est bon pour le moment. Je ne sais pas si de votre côté, Baptiste et Jordan, vous avez des choses à ajouter ou vous êtes bon? C'est OK? De notre côté, c'est bon. En tout cas, je vous remercie grandement pour vos interventions. Je vais passer du coup à la conclusion. Juste pour vous rappeler les prochains événements qu'il y aura dans le cadre du Flocon Vert et Montagne Riders. On a la semaine prochaine un événement Montagne Zéro Déchet Sauvage en 2030 qui est jeudi prochain au Manège de Chambéry. Et on intervient également dans la convention populaire, donc c'est Colline chez nous qui intervient dans la convention populaire le 3 avril pour présenter le Flocon Vert. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Si vous voulez aller plus loin, on vous laisse des ressources, puisque là, on a abordé deux points de vue, mais il existe pléthore sur cette ressource en eau qui est réellement un sujet qui imprègne l'ensemble des enjeux de la montagne aujourd'hui. Donc encore merci à tous et je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.